Amis réfractaires, le premier tour des élections législatives, c'est dimanche. Et on va pas tortiller pendant des plombes, il n'y a qu'un seul enjeu dans ces élections, c'est de savoir si c'est la NUP ou si c'est la République En Marche qui vont avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, vu que le troisième bloc, le Rassemblement national, n'est pas du tout taillé pour ce genre d'élection, au mieux ils vont peut-être avoir un groupe parlementaire, mais ça va pas aller plus loin. D'autant que les sondages montrent, comme pour les présidentielles, une très forte dynamique pour la NUP, qui devient, d'après ces horoscopes, le premier parti de France devant le parti présidentiel. Et ça, en soi, c'est déjà un sacré événement. Alors oui, il y a un barrage anti-NUP qui existe, mais ça permettrait de remporter un minima entre 100 et 150 sièges, et les marges d'erreur montrent que la majorité est accessible. D'autant que ces mêmes sondages avaient sous-estimé de 5% le score de Mélenchon, et qu'il reste encore aujourd'hui une semaine de campagne avant le second tour. En fait, comme pour les présidentielles, ça va se jouer à un cheveu. Réaction, les bourses du gouvernement et des médias paniquent et ressortent tous les vieux arguments flingués qui ont été analysés par d'autres médias amis qu'on vous met en description. On ne pourra même plus couper son bois dans sa propre propriété, selon Jean-Luc Mélenchon. Quoi ? Parce que ça fait partie des propositions qu'il fait. La NUP serait l'effondrement de l'économie française, ça provoquerait des coupures d'électricité dans tout le territoire, ça imposerait des redressements du FMI, etc., etc. Et bien sûr, Mélenchon ferait de la France le nouveau Cuba ou le nouveau Venezuela. Si seulement, si seulement. Alors oui, la NUP peut gagner ces élections et mettre Mélenchon Premier ministre. Et d'ailleurs, ça foutrait un sacré bordel dans les institutions, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Ce qui va nous intéresser avant, c'est le programme de la NUP pour savoir qu'est-ce que vraiment ces gens-là nous proposent et est-ce que vraiment, comme ils le promettent, la vie va changer s'ils arrivent à appliquer leur programme. Et surtout que les enjeux sont assez importants parce que les prochaines élections importantes, c'est dans 5 ans. Du coup, il ne s'agirait pas de louper le coche, quoi. Donc on avait déjà fait l'analyse du programme de Macron, c'était assez rapide, pareil pour le programme du Rassemblement national. Là, tu as 650 propositions. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc évidemment, on va pas faire toutes les propositions, on va en prendre certaines pour essayer de faire une analyse globale du truc. Évidemment, je te mets en description les liens si tu veux véritablement voir ces 650 propositions. T'es prêt ? Bah c'est parti mon gars. Alors pour commencer, on va se baser sur un article d'Alternative économique qui nous a été recommandé par commentaire d'ailleurs et qui analyse le programme de la NUP sous différents aspects. Et commence avec le gros morceau, la répartition des richesses. L'idée du programme est de faire circuler plus l'argent dans la société en commençant par l'augmentation de tous les salaires, quelles que soient les branches, il y aura des renégociations qui vont être faites, et avec l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Ce qui fait que si la NUP passe à l'Assemblée nationale, que Mélenchon est Premier ministre, bah, le canard va perdre à peu près 10 000 € par an, tu vois, avec l'augmentation de nos salaires. Donc à première vue, c'est pas une super bonne idée pour créer de l'emploi et tout, parce qu'on va pas pouvoir choper des contractuels, on va pas pouvoir payer un peu plus de matos, etc. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, si on augmente le SMIC, en fait, ça va augmenter toute l'activité économique. Je vais détailler. Dans notre cas présent, si les salaires augmentent, ça veut dire que les dons du canard vont eux aussi augmenter. Et la hausse de cette recette va largement compenser les dépenses. Et ça va être généralisé dans l'économie entière. Ah oui, parce que moi, je vais gagner à peu près 140 € de plus. Ou ça dépend après les négociations, mais à peu près les 150 € de plus. Et donc je vais plus dépenser par exemple au marché de Guingamp, chez les maraîchers du vendredi là. Et du coup, je vais plus dépenser d'argent chez eux et eux-mêmes, ils vont avoir donc plus de recettes et ils vont pouvoir largement financer l'augmentation de leur SMIC à eux. Et vu qu'on va tous avoir une augmentation du SMIC, on va peut-être tous aller plus souvent chez le maraîcher, acheter des légumes et du coup, ils vont avoir tellement plus de recettes qu'ils vont pouvoir peut-être embaucher. Et ce qui marche pour le vendeur de légumes, évidemment, ça marche aussi pour le vendeur de tacos, les friperies, et puis même les trucs genre Steam par exemple, quand on achète un jeu Steam avec l'augmentation de notre SMIC là, et ben en fait, Steam ils vont avoir plus de bénéfices et du coup l'État va récupérer plus d'impôts. Donc les recettes de l'État vont augmenter et comme on va le voir après, l'augmentation de ces recettes là vont être réinjectées dans le circuit économique. En fait, c'est simple, les Français ils ont tellement été appauvris par des politiques successives que si tu balances du pognon là-dedans, ils vont faire circuler cet argent là et ils vont pousser à la productivité et ça va permettre d'irriguer plein de secteurs économiques qui sont aujourd'hui en sous-régime. On va enfin pouvoir employer des millions de chômeurs qui vont mettre leurs compétences au service de la société et donc mécaniquement créer des richesses à côté. D'où le fait que ça va pas amener une inflation vu que ça va faire monter la productivité en même temps. C'est la stratégie qu'ils appellent du carnet de commandes. Si on a le carnet de commandes rempli, on embauche, ça crée de l'activité économique, on arrive à planifier à long terme, etc., etc. À côté de l'augmentation des salaires, tu as aussi le blocage des prix de l'essence aux frais de Total, ce qui va mener là aussi à une baisse générale des prix ou à minima une augmentation des marges. En fait, ça va dépendre si les entreprises répercutent la baisse de 25% du prix de l'essence sur les prix. Mais s'ils augmentent les marges, ils peuvent du coup mieux payer leurs salariés et peut-être que tu vas avoir des entreprises qui fonctionnent avec des contrats à long terme et qui vont pas, eux, bénéficier de l'augmentation du SMIC et avec les recettes qui augmentent comme notre ami maraîcher là. Et du coup, le fait de baisser le prix de l'essence, ça va leur permettre de financer leur salaire malgré le fait que leurs recettes ne soient pas instantanément augmentées avec tout ce bordel.
Les prix de première nécessité seront aussi bloqués, une manière là aussi de contrôler les marges des grandes distributions qui ont fait fortune avec le Covid. Il est prévu aussi une baisse de la TVA sur certains de ces produits qui sera financée directement par la hausse de la TVA des produits de luxe. Donc là, ça va permettre concrètement de lutter contre la spéculation des intermédiaires, que ce soit Total ou les grandes surfaces, tout en permettant de sortir de la misère énormément de personnes sans pour autant toucher aux recettes de l'État. Mieux, s'il y a plus d'argent en circulation, ça veut dire aussi qu'on va plus payer de TVA, parce qu'on va plus consommer. Et puis vu que nos salaires ont augmenté, les cotisations salariales ont aussi augmenté. Du coup, on va remplir les caisses du chômage et de la retraite. Et bien sûr, les impôts, que ce soit sur les personnes, mais aussi sur les entreprises, vont augmenter. Ce qui fait que mathématiquement, les recettes de l'État vont augmenter avec cette situation-là. En fait, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, tu récupères cet argent via les impôts ou les TVA, à condition que l'argent ne se casse pas. Bah ouais, parce que si le pauvre il achète sur Amazon, bah t'as une TVA oui, mais t'as pas d'impôt vu qu'il pratique l'évasion fiscale. L'argent part du coup dans les mains des actionnaires et ne redescend jamais dans l'économie réelle. Et pour atténuer ce phénomène, la NUP propose plusieurs mesures. Déjà, taxer le capital, c'est-à-dire en gros les dividendes et tout le fric qui ne finance pas directement la production. Et là, il faut faire attention. Le fait de taxer les dividendes, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui est là pour que ça rapporte du fric à l'État. Parce qu'en fait, si tu taxes beaucoup les dividendes, tu auras moins de dividendes qui vont être faits. Et si tu taxes plus quelque chose, mais que tu as moins de ce quelque chose-là, au final, tu arrives à peu près à la même chose. Et ce qu'on a vu avec Emmanuel Macron, c'est que lui, en baissant les taxes, en fait, il a tellement augmenté les dividendes qu'au final, bah, ça a rapporté beaucoup de pognon à l'État, bien plus qu'avant lorsque la TVA était plus haute. Contrairement à Macron, qui lui base son système fiscal sur le fait que l'argent s'évapore dans les milieux financiers à travers les dividendes. Pour la NUP, c'est simple, les bénéfices des entreprises doivent être réinvestis. Point barre. D'où le fait qu'ils interdisent aussi aux patrons de se casser avec le pognon de l'entreprise via les parachutes dorés et ce genre de conneries, ou que chaque augmentation des dividendes doit amener une augmentation des salaires. Autre mesure assez forte, imposer un rapport de 1 pour 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Et pour maintenir la pression contre les financiers, la NUP propose une représentation de 50% des salariés dans les instances de décision de ces grosses entreprises. L'idée en fait, c'est de prendre en étau les financiers. D'un côté, ils perdent leur pouvoir sur l'entreprise puisque ce sont les salariés qui vont le récupérer, et de l'autre, tu as tout un tas de lois qui les interdisent de se barrer avec le pognon. L'objectif est clair, c'est de désarmer totalement le monde de la finance qui parasite et vampirise les entreprises vu qu'ils essaient de choper tout le pognon en dividendes sans du tout s'intéresser au bien-être des salariés ou même au bien-être de l'entreprise. Pour faire en sorte que l'argent soit réinvesti, que ce soit dans l'augmentation des salaires, que ce soit directement dans par exemple transformer les machines de production ou alors via l'impôt puisque s'ils gardent l'argent et que les bénéfices augmentent, c'est l'impôt sur la production qui va permettre de réinvestir ce pognon-là dans la société. Et ça va permettre aux grosses boîtes notamment d'économiser des millions, voire des milliards d'euros qui sont gaspillés dans le monde de la finance. Donc c'est pas qu'une régulation qui fait chez les entreprises, c'est juste pour empêcher un comportement totalement autodestructeur de ces entreprises. Et si ces boîtes économisent autant de pognon, il y a largement de quoi investir dans l'augmentation des salaires ou dans la relance économique. Pour les particuliers, il y a la lutte contre les paradis fiscaux, le rétablissement de l'ISF et le changement des tranches d'impôts pour qu'elles soient plus fortes pour les riches et plus faibles pour les pauvres. Donc là aussi, on réduit l'accumulation du capital des grandes fortunes pour essayer de le réinjecter dans le circuit économique à travers l'État. Et c'est le second point qu'on va voir d'ailleurs qui concerne les dépenses publiques. Tout le pognon que l'État va gagner avec l'augmentation des salaires, des cotisations, des impôts va être réinvesti dans des secteurs qui sont aujourd'hui peu rentables et que le marché n'arrive pas à produire et qui sont pourtant essentiels. Genre par exemple un hôpital public un peu décent, une éducation un peu stylée, une agriculture durable et paysanne, ou encore des transports en commun écologiques qui nous permettent à tous de voyager à peu près correctement. En tout, c'est 250 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie à travers l'État, ce qui va créer des millions d'emplois et qui va augmenter aussi, là tu comprends la logique, les cotisations, puisque ce sont des gens qui seront plus au chômage, donc la TVA, les impôts, etc. etc. Et là, ça va changer véritablement beaucoup de choses. Avec 250 milliards, tu transformes véritablement un pays. Et tout ce qui était impossible de faire avant, grâce à ça, ça va être réalisable. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent, mais c'est clair que là, ils se donnent les moyens de transformer véritablement les transports en commun et l'agriculture, par exemple. Il fallait ce pognon-là, et s'ils l'investissent de manière intelligente et qu'ils planifient ça bien, il y a moyen que ça change beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation, ce qui va permettre à des centaines de milliers de chômeurs de trouver un emploi, donc d'augmenter les cotisations retraite. Il prévoit aussi une augmentation des cotisations pour les plus riches. Ça va coûter entre 20 et 40 milliards, mais ça va aussi énormément rapporter avec l'augmentation des cotisations, etc.
Donc techniquement, c'est très faisable, surtout que la NUP compte bazarder aussi le CICE, qui est un crédit d'impôt qui ne produit rien, qui ne permet pas de créer de l'emploi, qui ne sert à rien en fait, et qui coûte lui aussi 20 milliards. Donc d'un côté, tu enlèves quelque chose qui sert à rien, de l'autre, tu as la retraite à 60 ans. C'est plutôt un bon deal. Autre mesure forte, un revenu minimum à 1 063 € pour toute personne au-dessus de 18 ans, histoire de ne jamais laisser tomber quelqu'un dans la misère. Ce qui va être pratique parce que les jeunes, ils n'ont pas le RSA. Tu vois, ils n'ont pas accès à ce truc-là. Et du coup, quand tu veux étudier, par exemple, et que tu viens d'une famille pauvre qui ne peut pas assumer le loyer, la bouffe, etc., tu es obligé de bosser. Ce qui fait que c'est beaucoup plus dur pour un pauvre de réussir ses études. Et si c'est que les riches qui arrivent, en fait, tu as une reproduction sociale qui fait que les pauvres sont en bas de l'échelle et les riches restent en haut de l'échelle. Donc avec cette pension-là, n'importe quel gamin va pouvoir faire les études qu'il veut. Et vu qu'en France, on n'a pas grand-chose d'autre, comme il dit Mélenchon, là, que des cerveaux, et que c'est avec ça qu'on produit notre richesse à nous, vu qu'on n'a pas de matières premières ou des choses comme ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'investir sur l'éducation. Se rajoute à ça la sécu à 100%, c'est-à-dire concrètement la fin du commerce des mutuelles, la cantine gratuite et de qualité pour tout le monde. Donc là, tous les gamins de pauvres vont pouvoir manger à leur faim, c'est quand même assez fou. Et l'augmentation des salaires pour les métiers les plus précaires et vitaux, comme les aides-soignantes par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'annulation de la réforme chômage, le renforcement de la médecine du travail, la revalorisation des aides pour les personnes en situation de handicap, la gratuité des protections périodiques, la gratuité des premiers kilowattheures et mètres cubes d'eau, l'encadrement des loyers. Et tout ça a été chiffré. Voilà, c'est pas des trucs qui sont balancés en l'air comme Macron qui balance des trucs et qui improvise des réformes. Là, tout a été chiffré, les dépenses, les recettes, etc. Donc si tu veux vérifier la faisabilité de ce truc-là, tout est accessible et encore en description. Et nous, on n'a pas le niveau pour savoir si c'est vrai au milliard près, tu vois ce qu'ils disent. Mais en tout cas, c'est une preuve de sérieux d'avoir pu accomplir un chiffrage complet du programme. Aucun autre parti, je crois, n'a fait ça. Bref, concrètement, ce programme propose d'abolir la misère en France. Ce qui, on va pas se mentir, est quand même une bonne idée. Mais bon, pour faire ça, il faut pouvoir gouverner efficacement, c'est-à-dire avoir les machines et les entreprises pour pouvoir orienter l'économie vers des trucs plus écolos et plus sociaux. Il faut donc protéger leur souveraineté, notamment par rapport à des impérialistes de l'Est ou de l'Ouest qui pourraient faire du chantage économique. Et du coup, pour lutter face à ça, la NUP propose des bonnes nationalisations. Déjà, Engie EDF nationalisé. Et ça, c'est inclus dans un pôle de l'énergie qui va inclure aussi d'autres coopératives locales, histoire de pouvoir gouverner une politique énergétique de manière efficace partout. Ils veulent aussi nationaliser la branche énergie marine qui a été vendue à General Electric, la branche éolienne offshore d'Areva qui a été cédée à Siemens et l'entreprise qui pose des câbles optiques dans les océans. Avec ces entreprises en main, l'État peut véritablement du coup gouverner la transition énergétique et vu qu'ils veulent se passer à terme dans des décennies du nucléaire, il va falloir trouver d'autres solutions. C'est pour ça qu'ils nationalisent ces entreprises-là. Et ce qui est marrant aussi, c'est que pour ceux qui sont habitués au Canard et qui ont vu les vidéos avec Dedage et tout, c'est que dans un de ses discours, Mélenchon avait dit qu'avec une de ces entreprises nationalisées, ils allaient rejoindre, si je dis pas de bêtises, la Guyane à la France en termes de fibre optique pour avoir un internet de qualité et qu'ils allaient faire un petit détour sur Cuba évidemment pour aider les copains. Et ça c'est important d'avoir une vraie politique internationaliste comme ça. Mais il y a aussi la nationalisation des autoroutes avec une baisse des prix, la renationalisation des aéroports, la réquisition des parcelles abandonnées, des logements inhabités, des entreprises qui participent au trafic de trucs chelous, genre la Farge par exemple qui avait travaillé avec Daesh, et globalement la nationalisation et la réquisition de tout ce qui sera nécessaire pour la transition écologique et sociale. En gros, la NUP propose de poser la transition écologique et sociale avant le droit inaliénable et sacré à la propriété, d'accord ? Si la propriété empêche la transition, c'est la transition qui l'emporte et nique la propriété. Et ça, de toucher au droit de la propriété, c'est quand même quelque chose d'assez radical, et c'est pour ça que tous les bourgeois sont un peu vénères contre la NUP. Mais ça va aller encore plus loin avec les banques. La NUP propose de socialiser les principales banques généralistes françaises dans le même pôle bancaire, d'orienter la création monétaire jusque-là privée vers des entreprises à caractère social et écolo, tout en cessant le financement des entreprises polluantes et dégueu. Le pôle bancaire qui va pouvoir emprunter à taux zéro ou négatif auprès de la BCE. En gros, la création monétaire de la BCE va être réorientée politiquement, non pas pour acheter les actifs pourris des banques ou je sais pas trop quelle connerie là, mais pour les entreprises réelles qui ont une plus-value sociale et écologique. Ça veut dire qu'on reprend la main sur notre monnaie.
Et une autre partie du programme qui n'est pas un détail, c'est aussi de mettre fin à la spéculation. Le droit de vote des actionnaires dans les entreprises seront faits en fonction de leur temps d'engagement dans cette entreprise, dégageant du coup les rapaces des conseillers d'administration qui passent d'une entreprise à une autre pour essayer de choper un maximum de fric en un minimum de temps. Les entreprises ne seront plus cotées constamment en bourse, les transactions financières seront taxées, les banques d'affaires et les banques de dépôt séparées, les produits toxiques interdits, les salariés vont pouvoir intervenir dans le versement des dividendes de leur entreprise et le gouvernement veut favoriser le rachat des entreprises par les salariés sous forme de coopérative. Donc là, concrètement, si ce programme est appliqué, ce sera le plus gros coup de canon contre le monde de la finance qu'a jamais connu la France dans son histoire moderne. Donc on n'est pas face à un programme genre libéral, EPS, Hollande de machin qui propose « Oh mon Dieu, de taxer un tout petit peu plus les riches ». Non, non, là on est dans un truc qui veut véritablement changer le rapport de force entre les travailleurs et les financiers. Ce qu'ils veulent aussi, c'est pouvoir renforcer véritablement la puissance de l'État, que ce soit au niveau de sa monnaie, au niveau de la régulation, au niveau de ses entreprises, pour pouvoir réellement planifier la transition écologique, et on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on est obligé de planifier la transition écologique. Donc là, ils se donnent les moyens. Donc moins de pouvoir aux financiers, plus de pouvoir aux salariés avec un État plus fort. Bah, c'est nos revendications en vrai. Surtout avec cette répartition des richesses qui est proposée, etc., etc. Ça va, là, pour le coup, ça va totalement transformer le pays, quoi. Le dernier point qu'on va voir assez rapidement, ça va être sur l'international. Donc, il propose déjà l'asile pour Julian Assange et Edward Snowden. On pourrait s'arrêter là. On aurait pu même commencer la vidéo avec ce point-là et l'arrêter juste après, ça devrait être suffisant. Mais bon, on va quand même continuer. Il propose aussi d'arrêter avec le monopole du franc CFA et permettre aux pays africains qui l'utilisent d'établir leur propre monnaie. Il propose de désobéir aux traités européens et autres merdes du genre quand ça va à l'encontre du programme, ou encore la France Insoumise et le PCF proposeront à l'Assemblée la sortie de l'OTAN. Et évidemment, la désobéissance des traités européens, c'est la condition minimum pour appliquer 90% de leur programme, que ce soit l'augmentation du SMIC, que ce soit les nationalisations ou encore la sortie de l'OTAN. Il faut dire que l'Union européenne est peut-être en fin de vie aussi, et on peut compter là-dessus, parce que elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir sur les États souverains. Plusieurs pays ont par exemple bloqué les prix sans que le ciel ne leur ait tombé sur la tête, les budgets sont depuis longtemps illégaux, et Macron a même dit là récemment qu'il voulait changer les traités sans la majorité des pays, ce qui est totalement illégal, hein, mais parce que bon, chacun fait ce qu'il veut dans ce truc apparemment. Et t'as plein d'autres mesures comme ça, mais qui sont en réalité un petit peu compliquées à appliquer si tu n'as que l'Assemblée nationale, hein. C'est quand même le président qui a pas mal de prérogatives au niveau international, que ce soit avec l'armée, que ce soit avec la négociation avec les autres États membres, etc., etc. Donc comment ça va s'articuler le truc entre l'Assemblée et le président? Je sais pas trop. Est-ce que l'Assemblée peut vraiment décider de sortir de l'OTAN? À mon avis, non, mais peut-être que si, on sait pas trop. Donc on verra bien, mais là on entre véritablement dans la zone un peu confuse où on ne sait pas où s'arrête le pouvoir de l'Assemblée et où commence celle du président. Ça va dépendre en réalité du rapport de force entre l'Assemblée nationale, le président et le mouvement social. Et pour finir, on va parler de la 6ème République. C'est un élément central. C'est concrètement ce qui va nous permettre, nous le peuple, d'imposer à long terme une vision démocratique et disons un peu plus socialiste face au pouvoir de l'argent et à l'oligarchie qui restera aujourd'hui forte, même si c'est la NUP qui gagne dans 2 semaines. C'est la façon qu'on a de changer à long terme le rapport de force, c'est ce qu'ont fait les copains en Amérique latine et ça marche. La constituante investie par le peuple donne au peuple le pouvoir et permet de ne pas perdre toutes les avancées sociales 5 ans plus tard lorsqu'une offensive victorieuse de la bourgeoisie aura permis de gagner l'élection présidentielle. Sur le papier, c'est beau, indispensable, dans la réalité, c'est inapplicable puisque pour changer la constitution, il faut l'accord du président. Voilà, tout simplement. Donc même si l'Assemblée vote la nouvelle constituante, elle ne se fera pas, puisque pour changer la Constitution, il faut que Macron soit d'accord. Et est-ce que Macron va donner son autorisation pour un processus qui va permettre à long terme de désarmer totalement le monde de la finance et de la bourgeoisie? À mon avis, non. Donc pour moi, cette proposition sur le programme, c'est du bidon. C'est pour ça d'ailleurs que toute leur campagne est faite sur le truc plus social et législatif et pas constituant. Mais c'est pas parce que c'est du bidon que forcément ça ne fait pas avancer le schmilblick. Déjà parce que de nombreuses lois de démocratisation vont être votées pour interdire les conglomérats médiatiques par exemple, pour donner plus de pouvoir aux salariés, pour arrêter avec la milice politique que certains osent appeler encore police, pour limiter la corruption par le lobby financier, et de fait la cohabitation va permettre d'éviter qu'un seul homme ait tous les pouvoirs et donc ça va changer de fait la 5ème République. On va donc déjà avoir beaucoup d'acquis, même si on ne va pas pouvoir changer la Constitution. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est que ça va nous préparer le terrain pour la suite. Déjà parce que l'idée, elle est lancée et qu'elle va être débattue partout. Et si Macron refuse de changer la Constitution et nous accorder un peu plus de démocratie, ce serait une autre preuve, encore une, qu'il faut changer les règles du jeu, parce que c'est pas normal qu'un seul type nous empêche d'avoir accès à ces acquis-là. Et c'est le même raisonnement que j'ai pour l'Union européenne.
Évidemment, 90% du programme, ou je sais pas combien là, c'est pas applicable dans les traités. Et évidemment, l'Union européenne va jouer toutes les cartes en main pour essayer de casser ce programme social de la NUP. Le truc, c'est que ça va nous donner énormément d'arguments pour dire que l'Union européenne, c'est de la merde en fait. Vraiment. Donc par exemple, moi je suis un peu pour le Frexit, tu vois, je suis pour la sortie de l'euro et machin. Si tu amènes ces sujets-là maintenant, tu vois, ça fait un peu chou blanc. Sauf que là, si l'Union européenne nous empêche d'avoir accès à un SMIC à 1005 alors qu'on a voté pour ça, putain, l'argumentaire sur le Frexit et la sortie de l'euro, ça va être convaincant. En fait, ça va être à nous de militer dans ces conditions pour essayer de radicaliser au maximum la société. Et ça va être une opportunité incroyable de le faire. On va avoir donc une énorme émulsion dans toute la société. Et si on a le soutien de l'Assemblée nationale, on va pouvoir pousser pour avoir un mouvement constituant dans la rue et l'imposer au président comme l'ont fait les Chiliens. Ils ont manifesté, ça a poussé à l'organisation d'une assemblée constituante. Les candidats indépendants l'ont emporté et vu qu'ils ont gagné les élections présidentielles, les Chiliens vont pouvoir voter dans quelques semaines une nouvelle constitution. Alors qu'à la base, ils avaient un gouvernement de macronistes répressifs, voilà quoi, c'était la même situation que nous. Et ils ont gagné. C'est pour ça que c'est utile d'avoir un regard sur l'international, parce que ça montre la voie en vrai. La grande intensité politique va être pour nous un support hyper efficace pour notre militantisme, comme l'anti-macronisme le fut pendant plus de 5 ans. Et il va falloir être là pour soutenir soit le gouvernement quand il le faut, soit pour changer la société et pousser l'État à se radicaliser quand on en a besoin. Macron a d'ailleurs annoncé qu'il nommerait le Premier ministre qu'il désire et pas Mélenchon, même si c'est la NUP qui gagne, annonçant le premier d'une longue liste de conflits avec l'Assemblée nationale. Et ça veut dire que nous, on a un rôle à jouer, celui d'être l'arbitre entre des institutions qui vont se paralyser. Et ça, véritablement, c'est le meilleur rôle qu'on peut espérer suite à ces élections législatives. Et ce qui est sûr aussi, c'est que, quoi qu'il arrive, ce ne sera pas la fin de l'histoire. D'accord? Ce ne sera pas le premier pas vers quelque chose de bien, ce ne sera pas le dernier non plus, ce sera juste un pas de plus, ce sera juste peut-être la meilleure chose que nous avons à faire à ce moment donné, quoi, quand il faut aller voter. Et je crois surtout, le plus important, c'est la théorie de l'appétit. Je sais pas si tu la connais, je te l'explique vite fait. En gros, tu sais, on dit souvent, ça va pas bouger tant que ce sera pas vraiment la merde. Moi, je crois aussi exactement l'inverse. Ça va bouger quand on va montrer que la politique peut sortir de la misère, peut défier les puissants, peut nous rendre enthousiastes, permet de refaire le pays. Si la politique change ne serait-ce qu'un tout petit peu le rapport de force, ce qu'on aura arraché de l'oligarchie nous ouvrira carrément l'appétit. Je prends le pari que si on arrive à ouvrir cet appétit-là, nous aurons un mouvement social aussi puissant que ce qu'on a eu avec les Gilets jaunes. Sauf que ce qui va les mobiliser, c'est pas la colère, mais l'enthousiasme. Et grâce à ça, on va enfin pouvoir compter les victoires. On aura enfin la démonstration définitive que l'action change la vie. Et avec ça, on va pouvoir faire des merveilles. Je crois qu'au fond, on ne fait que créer les conditions de nos futures victoires. Donc clairement, la quasi-intégralité de ce programme n'est applicable qu'à condition qu'un mouvement social et populaire puissant le porte et le soutienne, et aille encore plus loin que ça. Ça, c'est notre boulot, et on le fera bien, quoi, c'est tout. Surtout que, si on y réfléchit bien, voter, ça prend à peu près 15 minutes. Donc une fois qu'on aura fait ça, on aura largement le temps de se préparer et de faire des choses qui sont enfin belles. Entre cet avenir-là, qui est certes un petit peu incertain, mais qui permettra en tout cas de faire bouger la situation, et 5 ans de macronisme, pour moi en tout cas, le choix est évident. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est mon avis. Mais moi, voilà, c'est mon avis. Évidemment, on refera une vidéo pour le second tour, donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Et puis on est en financement participatif aussi, donc si ce genre de décryptage te plaît, voilà, tout est en description, ça nous permettra de recruter un peu plus de gens, de survivre à l'augmentation du SMIC que Mélenchon veut nous imposer, et ce genre de trucs. Sur ce, des bisous, et à la prochaine.